L'intensité de votre douleur n'est pas représentative de l'état de vos tissus. En d'autres mots, ça se peut que vous ayez vraiment mal, mais que vous n'avez pas de blessure. C'est-tu quelque chose qu'on vous a déjà dit? Bien ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Maxime et moi-même, Cindy, on est très contents de faire une vidéo ensemble aujourd'hui sur le sujet de la douleur, puis que parfois l'intensité de notre douleur, ça reflète pas en fait ce qui se passe vraiment dans nos tissus. Ouais. Fait que Maxime étudie en doctorat à l'école de réadaptation. Si Dieu le veut, bientôt candidat. Bientôt candidat. On te souhaite bonne chance dans tes démarches. Donc, sur le sujet de la douleur. Donc, on va en apprendre plus aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe quand on a mal, puis pourquoi des fois nos résultats d'examen ne sont pas représentatifs de ce que nous, on ressent dans notre corps. Ça arrive souvent que... En fait, l'idée de faire cette vidéo-là est partie un peu de... On aime ça prendre des phrases un peu qu'on entend en milieu clinique. Puis une chose qu'on a entendue super souvent, c'est par exemple une personne qui était faire un scan, une imagerie résonance magnétique, puis qu'il le montrait à son médecin, il le montrait à son professionnel de la santé, puis la personne lui a dit, finalement, tout semble beau. Alors que la personne a quand même des grandes douleurs. Donc l'idée est venue de ça, puis on voulait vous expliquer, ou en tout cas mettre de l'avant quelques pistes qui peuvent expliquer pourquoi on voit ce phénomène-là. Parce que les deux, on voit vraiment souvent. On peut avoir un scan qui d'apparence est vraiment A1, qui tout va bien, alors que la personne a des douleurs 8, 9, 10 et peut éprouver beaucoup de souffrance puis démontrer un haut niveau d'incapacité. Exact. Puis si, mettons, on veut aller de manière un peu plus structurée, on peut peut-être utiliser déjà, on appelle ça en santé, le modèle biopsychosocial. Donc là, je commence déjà avec une petite capsule historique, les fameuses capsules historiques. La fameuse capsule historique. Historiquement, puis c'est pas pour peindre une mauvaise photo de peu importe le corps professoral là-dedans, mais que historiquement, en santé, c'était le médecin qui était le patron, puis c'est le médecin qui disait, OK, gars, en lien avec la pathologie que je vois, voici comment on va faire. Puis ça, c'est un modèle très biomédical. C'est-à-dire que le médecin, comment il était formé, c'était en lien avec toute la chimie du corps, toute l'anatomie du corps, tout l'aspect biomédical. Mais on s'est rendu compte avec les années qu'il y avait d'autres morceaux à venir coller à ce modèle-là pour, justement, dans le cas d'une personne qui avait des douleurs persistantes ou chroniques, c'est ça, il manquait des morceaux parce que l'intensité de la douleur, par exemple un 10 sur 10, alors que la personne, en lien avec la pathologie, devrait avoir un 5 sur 10, ça ne concordait pas. Donc, il manquait quelque chose pour venir dire, OK, oui, c'est bon, on est maintenant capable, avec ces morceaux-là, d'expliquer qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'on est passé d'un modèle très biomédical à, gentiment, un modèle biopsychosocial. C'est-à-dire qu'il y a des composantes psychologiques et sociales en lien avec comment que la douleur peut s'exprimer. Donc, tu sais, si on prend on peut prendre la première composante, l'aspect biologique. Donc, on a déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, notamment celle où est-ce qu'on essaie de démystifier la fameuse phrase de la douleur dans votre tête. Ouais. Où est-ce que, par des processus très compliqués, mais finalement qui s'apparentent à la neuroplasticité, si on fait un petit récapitulatif, c'est que le cerveau, à force d'apprendre, donc aujourd'hui j'ai appris par exemple une nouvelle langue, à cause que j'ai appris une nouvelle langue puis je connais des nouveaux mots, il y a une région dans le cerveau qui a fait des connexions, puis qui a changé, puis maintenant je suis capable de répéter ces mots-là puis m'en rappeler. Au même titre que la douleur, à force de vivre avec la douleur, il y a des changements dans les circuits du cerveau qui vont arriver. Donc ça, c'est vraiment un aspect très biologique, mais on a parlé vraiment du cerveau. Mais il arrive des choses un petit peu partout dans le corps. Donc, si on peut prendre plein de diagnostics, par exemple, mais il arrive vraiment toute une cascade de choses qui peuvent arriver. Donc oui, le corps peut changer, mais des fois, par exemple, si on fait un contraste avec une imagerie qu'on voit souvent, l'imagerie résonance magnétique, où est-ce qu'on va voir les tissus, puis mettons les os, quand je dis les tissus, c'est les muscles, les gras, les cartilages et tout, mais où est-ce que c'est plus difficile à voir, c'est d'un point de vue plus microscopique, c'est toutes les nerfs. Les nerfs aussi vont changer, puis
Ça aussi, ça peut venir ajouter sur l'aspect des changements biologiques. Donc ça serait comme, mettons, plus l'aspect de la neurologie, mais d'un point de vue plus local. Il arrive des choses aussi au niveau du cerveau, mais ça, on en a déjà un petit peu touché la dernière fois. Puis si on veut continuer un peu avec la vague de l'aspect bio, ben tu as tous les aspects d'individualisation de la personne. Donc, tu sais, si on rentre encore plus microscopique que de regarder les petits nerfs, d'un point de vue moléculaire, on a aussi des différences. Tantôt, on s'en parlait un peu, on essaie de penser à des exemples qu'on pouvait peut-être vous donner, mais l'exemple que Cindy a trouvé qui était vraiment pertinent, c'est par exemple le café. Tu sais, il y a des personnes qui vont prendre juste une petite coupe de café, puis que bam, là, ils vont être super réactifs, palpitations, qui vont être super, super excités, puis que peut-être, je sais pas moi, là, on va prendre un exemple très caricatural, mais je sais pas moi là. Mais quelqu'un d'autre va prendre plusieurs tasses de café par jour puis n'aura pas beaucoup d'effet, tu sais. C'est la même chose, je disais, par rapport au métabolisme. Il y a des gens qui mangent pas beaucoup puis qui prennent quand même du poids, alors que d'autres n'ont aucune restriction puis qui prennent pas de poids. Notre corps, la biologie, les mécanismes biologiques, le métabolisme, tu sais, des cellules, le même. C'est comment les choses sont sécrétées, intégrées, tout ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, on ne va pas tout réagir aux stimuli de la même façon. Il y en a qui vont être très sensibles au niveau de la peau, d'autres moins. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui influencent, là. Exactement. Puis c'est ça un petit peu qui explique pourquoi que, mettons, par exemple, pour une même... Tu sais, imaginez là, deux personnes identiques, là, mettons un homme dans la trentaine qui fait à peu près mon poids, puis mettons, les deux, on a le même diagnostic. Ben, c'est pour ça aussi que ces deux personnes-là vont ressentir potentiellement deux niveaux de douleur différents. Donc, tu sais, c'est ça, là. Donc, parce que même si on a le même diagnostic, même si d'apparence, on a le même poids, la même grandeur, mais si, on n'a pas encore regardé au point de vue, on va dire, plus petit, plus microscopique, s'il y avait des différences. Puis c'est ça qui est vraiment... Ben, c'est ça qui est intéressant par rapport aux avancées de la science ces derniers temps, c'est qu'on essaie de voir, OK, dans l'ADN, y a-t-il quelque chose qu'on peut venir voir pour expliquer pourquoi qu'une personne va réagir plus à sa douleur versus une autre personne? Est-ce qu'il y a peut-être un potentiel justement à développer une stratégie très ciblée pour cette personne-là? Là, on parle autant des chirurgies que des médicaments, que vraiment toute une panoplie de thérapies. On essaie vraiment de voir s'il n'y a pas, au niveau de l'ADN, au niveau d'un marqueur sanguin, est-ce qu'on est capable de vraiment individualiser? Puis, tu sais, sans se lancer dans tout le débat de ça, c'est un peu peut-être aussi pour ça, des fois, que vous avez, tu sais, dans votre groupe d'amis, dans votre groupe d'entraide, dans votre groupe de personnes que vous connaissez qui a aussi des douleurs, que c'est pour ça qu'une personne réagit super bien à une thérapie, puis peut-être que vous n'avez pas réagi autant bien. Puis c'est pour ça que c'est important, en tout cas, dans la mesure du possible, de suivre qu'est-ce que vos professionnels vont vous donner comme recommandation pour les interventions dans les thérapies, dans la pharmaco, parce que selon la science, ben, on suit une séquence logique de dire, OK, regarde, la plus grande proportion des personnes va bien réagir pour tel type d'intervention. Puis après ça, ben, quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ben, on s'en va à l'intervention ensuite. Là, parce que, comment je pourrais dire ça, il y a tout un calcul de coût-efficacité que peut-être que je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est ça. Donc, on parle d'individualisation des thérapies, justement en lien avec tout l'aspect biologique de la douleur, que finalement, il y a vraiment une différence là, en beaucoup de personnes. Puis c'est ça, on parle d'un point de vue neurophysiologique, d'un point de vue toujours plus petit. Tu sais, ADN, on se entend, ça reste très petit, là. Donc c'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait donner d'autres exemples aux gens pour qu'ils comprennent un petit peu peut-être comment la biologie puis peut influencer? Est-ce qu'il y a des différences entre les sexes, par exemple, hommes-femmes? Est-ce qu'il y a certaines différences de la perception, de la gestion, de la douleur? Ben, c'est toutes des bonnes questions. Tu sais, là, entre la perception, entre l'intensité, entre la gestion, tu sais, je ne serais pas capable de toutes les énumérer en ce moment, mais c'est sûr que, tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, d'un point de vue encore là, très biologique, la différence entre un homme et une femme, c'est pas juste au niveau juste de l'ADN, mais c'est aussi des grosses différences par rapport à toutes les hormones qui circulent dans notre corps en proportion, en intensité. Donc, tu sais, je connais pas toute la biologie derrière ça, mais je sais que en lien avec les hormones, ben il y a
il y a une cascade chimique qui peut arriver qui va faire en sorte qu'un corps est plus sensible, par exemple, à un stimulus, à la douleur, qu'un autre. Donc ça, c'en est un. Ensuite, tu as tout l'aspect, on va en parler peut-être tantôt, mais tu sais, comme, il y a un aspect aussi, on va dire, c'est ça, très encore genré, de dire, ben, regarde, une femme qui a mal, ben, elle a peut-être moins peur d'extérioriser ses sentiments. Elle a peut-être moins peur, ou c'est peut-être plus socialement acceptable. Versus un homme qu'on a, ben, normalement, je dis pas, on va vraiment dans des stéréotypes, là, mais qui existent pareil. Là. On vit dans un monde comme ça, là. On est quand même. Ouais. Qu'un homme, ben, lui, c'est plus important d'être le pourvoyeur, donc pour lui, de ressentir la douleur, ça n'ajoute pas une plus-value pour apporter du pain sur la table. Fait qu'on met la douleur de côté, et puis mais ça n'empêche pas que c'est dans toutes les dans les deux sexes, il y a des grandes proportions de personnes qui ont des douleurs, puis il faut les considérer. Mais c'est sûr que ça aussi, c'est une bonne intervention qui va avoir vraiment une grande différence par rapport à ça. Le point, c'est principalement de dire qu'il y a des différences. Pour une même pathologie, un même diagnostic physique égal, il va y avoir des différences entre les hommes et les femmes. Exactement. Oui, absolument. Liées à la biologie, mais là, liées au psychosocial qu'on parlera dans une autre vidéo, mais à la biologie même, il y a des différences là, de sensibilisation aussi, j'imagine. Là. Oui. Puis, je ne sais pas si le biologique, ça rentre là-dedans aussi, mais tu sais, quelqu'un qui est un petit peu plus désensibilisé, je pense un petit peu aux athlètes, aux gens qui ont bougé beaucoup, tu sais, qui sont habitués à être dans une zone un petit peu plus d'inconfort ou, tu sais, en dehors de la zone de confort ou qui sont... ou que, tu sais, mettons, qui ont un entraînement spécifique, est-ce que ça joue aussi, tu sais, qu'il y a aussi la biologie qui va changer là-dedans? Là, il y a une désensibilisation à la douleur. Est-ce que ça rentre dans le côté biologique, ça? Je ne connais pas la littérature par rapport à ça, donc c'est très anecdotique, donc à prendre avec un grain de sel, OK? C'est vraiment un avis que je vous donne, mais autant qu'on peut entraîner un corps physiquement à être capable de sauter plus haut, courir plus vite, lancer plus loin, que on entraîne aussi le corps à soutenir cette sensation-là de douleur. Donc, tu sais, c'est comme de dire, regarde, tout le monde ici, là, on est capable de courir un marathon, là. Mais il y a du monde qui vont le courir en moins de temps, il y a du monde qui vont le courir en plus de temps. Il y a du monde qui vont réussir à le courir, mais qui finalement, ils vont se scraper bien raide les genoux. Il y a du monde qui vont le courir, puis ils vont être capables de recourir un autre le lendemain, là, tu sais, là. Ouais. Parce que le corps a été habitué au niveau biologique, structurel, dans l'articulation, puis au niveau métabolique, mais aussi à soutenir cette intensité-là, puis cette douleur-là, tu sais, là. Donc, effectivement, un corps peut s'entraîner autant dans le physique pour être capable de soutenir un effort demandant, autant qu'il est capable d'être entraîné pour gérer une douleur. Mais après ça, c'est un peu un couteau à double tranchant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont athlètes, mais parce qu'ils sont capables de tellement pousser le corps à un niveau vraiment haut, que maintenant, c'est comme si la ligne est rendue floue pour dire, OK, c'est là que j'aurais arrêté. Non, on continue à pousser davantage et davantage. Puis bien là, on vient faire, pour toujours rester dans le biologique, on vient faire un phénomène les Anglais appellent ça un wind-up. C'est comme quand on se fait mal, puis on vient toujours piler. Ouais. C'est pas nécessairement qu'on va venir aggraver la blessure, mais c'est qu'on va venir sensibiliser la région. Puis là, on peut développer des très, très grandes douleurs. Puis c'est pour ça qu'il y a plein en partie, c'est pour ça qu'il y a plein d'athlètes que justement, ils peuvent avoir des douleurs chroniques. On en voit dans des métiers, notamment en danse, je pourrais en énumérer très très long. Mais c'est ça. Mais je connais pas la littérature par rapport à ça. Je me suis déjà posé la question. Puis s'il y a du monde qui nous écoute, qui serait curieux, faut nous laisser savoir qu'est-ce que vous en pensez. Parce que je serais vraiment curieux de savoir s'il y a une proportion, s'il y a de la littérature par rapport à ça, parce que sur ça, je ne connais pas, malheureusement. C'est un petit peu ça ta question, right? C'est de dire, est-ce qu'un athlète, finalement, est un petit peu protégé par rapport à sa douleur chronique parce qu'il est tellement habitué? C'est pas nécessairement une protection. Okay. Parce que dans toute chose, tous les extrêmes, soit qu'on va dans un sens ou dans l'autre, sont pas nécessairement bons. Moi, je le vois beaucoup. J'ai souvent les gens qui sont pas habitués de faire beaucoup d'activités physiques ou d'être actifs, qui n'ont pas souvent de douleur, que là, on fait faire une activité qui n'est pas si difficile.
Puis que même, ils rapportent des contractions musculaires, des fois, comme étant de la douleur. Mais dans le fond, c'est juste qu'ils font un effort. Mais un effort, ça peut être un petit peu inconfortable. Ouais. Puis à l'autre extrême, j'ai des athlètes ou des gens qui ont un métier physique plus difficile, que là, je suis obligée d'arrêter, en fait, parce qu'ils sont tellement habitués d'être dans l'inconfort que pour eux, c'est rendu presque leur zone, une norme. Puis là, les signaux de douleur où là, il se passe vraiment quelque chose au niveau physique sont biaisés, sont mal interprétés parce qu'ils sont souvent dans cette zone-là. Fait que c'est juste parce qu'on parle de la perception de la douleur que des fois, la douleur n'est pas représentative de ce qui se passe dans les tissus, mais on peut être pas assez, on peut être désensibilisé trop, mais on peut être trop sensibilisé puis percevoir des choses qui sont normales comme étant une situation aggravante, grave, là, puis qu'on perçoit comme la douleur ou une blessure alors que il n'y a pas des... ça m'est arrivé d'avoir des patients qui suaient ou qui étaient un petit peu essoufflés en faisant une activité physique et qui pensaient qu'il se passait quelque chose de grave. Mais on s'entend que c'est normal. On veut être dans une zone... Quand on est dans une zone d'entraînement, on va avoir chaud, on va suer, nos muscles peuvent contracter, brûler un petit peu, puis on va être essoufflé, puis c'est tout à fait normal. Fait que, les gens qui ne sont pas habitués, puis ça, c'est peut-être un extrême, mais moi, je le vois, là. Puis je vois aussi l'autre extrême. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a une certaine habituation de sensibilisation, mais dans les deux sens, par rapport à la douleur. Là. Ouais. Ça, on va en parler. Il y a des noms pour ça, là, finalement, là, pour on va les appeler les profils que tu es en train de décrire. On va en parler aujourd'hui. D'accord. Dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je pense que ça fait le tour sur l'aspect biologique. C'est déjà un peu une idée là, pour déjà parler du premier aspect là, du modèle biopsychosocial, de pourquoi l'intensité de votre douleur n'est pas représentative de l'état de vos tissus. Donc, c'est sûr qu'il y aurait encore d'autres choses à dire, mais je pense que ça peut déjà faire un beau petit tour d'ensemble. Bien, en fait, là, c'est principalement par rapport à l'aspect biologique. Fait que je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que tu as dit, Max, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs biologiques propres à vous qui vont faire que vous allez percevoir une blessure, une situation, de la douleur, peu importe, de façon différente de peut-être quelqu'un à côté de vous qui a le même diagnostic, puis peut-être même par rapport à qu'est-ce que le médecin s'attend à ce que vous ressentiez ou ce que vos professionnels de la santé s'attendent à ce que vous ressentiez, puis que c'est normal. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, puis on a juste parlé du biologique, on a parlé un petit peu des autres aspects. On fait d'autres vidéos pour parler du psychologique et du social. Donc voilà. Puis moi, je vais juste faire une parenthèse. Il y a aussi l'aspect de l'autre côté. Il y a l'aspect de parfois, on n'a pas la douleur que le médecin pourrait s'attendre. Dans le fond, on n'a pas de douleur. Puis l'imagerie ou le diagnostic on devrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de douleur. Puis moi, j'ai des gens qui m'arrivent des fois avec des rapports d'IRM ou de radiographie, puis ça a l'air très grave, puis ils n'ont pas tant de douleur, c'est vraiment normal. Puis je sais qu'il y avait une étude qui avait été faite sur l'imagerie de vraiment, je pense, 300 personnes, peut-être plus. Ouais. Puis il y avait la majorité de ces gens-là étaient asymptomatiques. C'était pour l'arthrose? Je pense que c'était au niveau du lombaire. Puis il y avait des gens qui avaient des hernies lombaires, qui avaient beaucoup d'arthrose et qui étaient asymptomatiques. Puis on s'attendrait à ce qu'ils ne soient même pas fonctionnels, puis ils sont très bien fonctionnels. Puis encore une fois, si vous avez de la douleur puis que vous n'avez pas des choses très graves à votre imagerie, c'est pas non plus... Il y a plein d'autres facteurs, comme on l'a dit, qui influencent ça. Fait que c'est pas une cause à effet. On veut juste montrer que c'est pas une cause directe à effet de qu'est-ce qu'on voit sur le diagnostic ou sur papier par rapport à ce que vous vivez. Là. Fait que, sur ce, si vous avez peut-être des expériences à partager... Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu un scan, finalement ça ne matchait pas, en bon québécois, l'intensité de votre douleur? Comment ça vous a fait sentir? Est-ce que vous avez cru un peu le scan? C'était quoi votre réflexe? Est-ce que vous avez demandé à faire d'autres scans? Ou à l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas pantoute avoir de douleur, puis à cause d'un heureux hasard, vous avez fait des scans, et puis vous avez vu finalement que le scan était vraiment... comment je pourrais dire ça, là, inquiétant, puis comment vous avez réagi par rapport à ça? Mm-hmm. Ça, c'est tout un autre pan de recherche. Oui. On vous parle volontiers dans la prochaine vidéo.
Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé notre discussion. Si c'est le cas, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime et à vous abonner à notre plateforme. On va faire d'autres vidéos avec Max. Hein? Super, on vous revient avec deux prochaines vidéos sur l'aspect psychologique de la douleur et l'aspect social. À bientôt! Ciao! Bye!